J'ai fait des choses terribles dans ma vie et j'admets que je ne suis pas un saint. Je ne pense pas que quiconque soit jamais un saint, mais je deviens fou à force d'en mettre autant en bouteille. Tout le monde m'a laissé faire face aux conséquences de mes actes, et je n'en peux plus. Nous avons découvert que j'étais en train de dîner avec 2 gars, et il en a fait toute une histoire dans ce restaurant. Mon expérience peut sembler étrange et surréaliste, mais croyez-moi, je l'ai vécu moi-même. Le raconter n'est pas comparable au fait de le vivre réellement. Je me sens en sécurité en partageant mes secrets sur cette plateforme en raison de l'anonymat. Je lirai vos commentaires sur ce que vous en pensez. Si vous lisiez ceci, ne me jugez pas. J'étais désespérée et j'avais besoin d'argent. C'était l'occasion qu'on me donnait une fois dans ma vie et je ne voulais pas la laisser passer. Vous pensez que vous aviez un quelconque contrôle dessus ? Mettez-vous à ma place et vous ne perdrez pas une seconde de votre temps. J'étais fiancée, comme je l'ai déjà mentionné, mais mon fiancé est rentré à la maison un soir et a demandé une analyse de sang complète pour savoir si j'avais des maladies ou quoi que ce soit dans mon corps qui pourrait lui nuire ou nuire à nos futurs enfants. Je sais que si vous étiez à ma place, vous vous seriez senti insulté et chercheriez des raisons de vous désengager, mais je ne viens pas d'une famille riche comme celle du fond. J'ai grandi dans le Bronx Ghetto, un quartier miteux où les gens avaient peur de parler dans le noir. Aujourd'hui, j'aimerais parler de mon passé et de la façon dont j'ai saisi une opportunité unique. Mon fiancé voulait savoir si j'étais clean, mais je savais au fond de moi que je l'étais. Ainsi, lorsque les résultats de mes analyses de sang sont sortis le lendemain, j'ai été complètement choquée. J'ai eu une infection, ce n'était pas grave, mais j'ai dû y mettre fin parce que cela allait faire dérailler tous mes plans. J'avais peur que mon mari, qui était très méticuleux, découvre si je mentais sur les résultats. Je devais m'en débarrasser, mais je n'avais pas d'argent pour le traitement. Le lendemain, je suis allée à l'hôpital pour une consultation, mais je n'ai pas pu utiliser mon assurance car mon fiancé la prendrait et je ne pouvais rien cacher. Je l'ai informé de l'infection et il semblait inconscient du fait que je n'avais pas couché avec lui depuis que nous avions commencé à nous voir. C'était un homme discipliné et minutieux, et notre seule activité ensemble était un flirt intense et des baisers occasionnels. Il se réservait pour le mariage et je n'étais pas vierge, je connaissais les habitudes de mon corps, il le savait, mais il s'en fichait. Cependant, j'ai arrêté quand il est entré dans ma vie. Je n'avais couché avec personne d'autre pendant notre séjour ensemble, j'avais donc supposé que l'infection s'était propagée par un système d'eau. J'avais besoin de traiter mon infection discrètement, sans en informer mon fiancé ni lui demander son soutien financier, sinon, il le découvrirait et me larguerait. Je ne pouvais pas me permettre d'être avec lui, alors j'ai opté pour une option terrible, je suis devenue un rendez-vous à louer par l'intermédiaire de mon cousin. Il avait promis de garder le silence, mais à mon arrivée, j'ai été surpris de voir 2 hommes. Je n'avais été payé que pour sortir avec une seule personne, alors quand j'ai vu que 2 d'entre eux prévoyaient de partir, j'ai proposé de rester. Cependant, je ne pouvais pas refuser l'offre car elle me paraissait trop belle pour être vraie. L'argent aurait été mieux dépensé en traitement et en gâterie pour moi-même, et j'aurais pu consacrer l'autre moitié à ma dette. À mes économies en cas de mauvais temps. Tout était prévu pour que ce soit une soirée parfaite, j'avais trouvé des clients fortunés, je pouvais garder mon fiancé secret et j'allais rendre visite à un ami ce soir pour planifier notre mariage. Mon fiancé m'avait donné la permission de rester chez mon ami pour que je n'ai pas à m'inquiéter qu'il le découvre et que je puisse passer du temps de qualité avec mes rendez-vous sans me soucier de lui. Je devais passer du temps avec eux avant de me rendre à l'hôtel pour la nuit et de rentrer chez moi le matin. Je n'avais pas beaucoup d'amis comme ça du côté de mon fiancé, et ceux que je connaissais complotaient clairement ma chute ou ne m'aimaient tout simplement pas. Leur moquerie constante le démontrait. N'ayant pas d'autre choix, j'ai décidé de rester à l'hôtel. J'ai justifié mes actes en me disant que c'était pour une bonne cause, mais à vrai dire, j'étais l'entreprendre pour le bien commun, économiser pour mon mariage imminent et parce que chaque fille rêve d'être une fille riche. Certains travaillent dur pour réaliser leurs rêves, et je me compte parmi eux. En revanche, la chance n'a jamais été de mon côté. C'est avec horreur que j'ai réalisé que ma vie était vouée à être difficile lorsque mon fiancé a frappé sur la table où mes 2 rendez-vous et moi étions assis. Et m'a insulté de manière profane, me traitant de tricheur. J'avais l'impression que le monde était sur le point de s'effondrer sur moi parce que j'avais été découvert. Comment avait-il découvert où j'étais, je ne comprenais pas. Mais j'ai dû agir vite,
car mon fiancé a fait une crise de colère et a jeté la table sur nous alors que nous nous asseyions, exigeant des réponses que je ne pouvais pas fournir. Les serveurs nous ont lancé des regards haineux et mon fiancé ne s'est arrêté que lorsque j'ai menti et fait quelque chose de terrible. J'ai menti en disant que les hommes étaient aimés. Un de mes cousins et son ami, un cousin éloigné qui vivait à Londres mais qui avait pris l'avion pour New York pour la semaine, ont décidé de me rencontrer parce qu'ils avaient appris que j'allais me marier. Je leur ai menti à ce sujet, mais j'étais désespérée, donc je ne savais pas qu'on profitait de moi. Mon fiancé a quitté le restaurant après avoir entendu le mensonge, je l'ai suivi et j'ai dit la vérité aux deux hommes. J'avais prévu de leur envoyer un texto plus tard. Je ne comprends pas ce qui me passait par la tête, mais je voulais quand même récupérer l'argent que j'avais empoché. Croyez-moi, je ne suis généralement pas comme ça. L'homme que j'avais arrêté n'allait nulle part. Comme je l'ai déjà mentionné, je viens d'un endroit pauvre et misérable. À l'époque, c'était comme être dans un G-game, nous devions nous soucier de la provenance de notre prochain repas. Ma mère occupait 5 emplois, 2 quarts de 2 heures le matin et 2 autres quarts de travail l'après-midi. J'avais 8 ans lorsque ma mère est décédée 2 ans plus tard à cause de son surmenage et du fait qu'elle avait un cancer mais qu'elle avait refusé de se faire soigner. Elle occupait 2 emplois, un l'après-midi, d'un restaurant à l'autre, et chaque fois qu'elle rentrait chez elle, elle rapportait souvent les restes jetés de l'autre restaurant. À son retour, la nourriture était déjà froide et parfois gâtée, mais nous devions quand même la manger. J'étais déterminée à faire tout ce qu'il fallait pour éviter de devenir médecin comme elle. À 10 ans, je m'occupais déjà de mes 2 frères et sœurs et de moi-même. J'étais un pickpocket et j'avais fait beaucoup de choses à l'âge de 12 ans, mais je me suis enfuie de chez moi et j'ai laissé mes frères et sœurs se débrouiller seuls. Si vous aviez vécu ce que j'ai vécu, vous m'auriez félicité. De plus, je n'étais qu'une fille de 12 ans, je n'étais pas apte à transporter toute une maisonnée. D'autres filles de mon âge jouaient pendant que j'étais encore à l'école. Jouer avec des poupées et faire du shopping tout en me demandant quoi nourrir mes frères et sœurs et moi-même. J'avais échappé au viol 5 fois à ce jeune âge, et vous vous attendiez à ce que je ne m'enfuis pas. Au lieu de cela, je me suis retrouvée dans une famille d'accueil. Je ne savais pas comment j'avais atterri là-bas, mais un jour, je volais. Le lendemain, des services de protection de l'enfance étaient présents dans l'abri de fortune que j'avais trouvé. J'ai été placée dans une famille d'accueil et envoyée à l'école. Je pensais que ma vie s'annonçait enfin difficile, d'autant plus que mes parents adoptifs n'étaient pas riches. Oh, je ne sais pas qui tu es, mais j'ai rencontré mon fiancé à l'université. Je vivais au-dessus de mes moyens, j'achetais de nouveaux vêtements chaque semaine et je changeais de coiffure. Mes parents adoptifs ont payé mes études universitaires, même si j'avais 18 ans et que je pouvais vivre seule, et ils m'ont traitée comme leur vraie fille. C'est là que j'ai appris l'art d'emballer en faisant semblant d'être quelqu'un que l'on n'est pas tant que l'on n'est pas cette chose. Mon fiancé, ou devrais-je dire mon ex-fiancé, n'a pas non plus d'importance. Nous nous sommes rencontrés dans ma faculté et ses premiers mots ont été qu'il aimait mon apparence physique. J'avais appris à lire les gens dès mon plus jeune âge, donc je savais qu'il était riche avant même de me parler. J'ai décidé de l'avoir, pensant qu'il me sauverait des difficultés financières et de la misère. J'ai essayé d'améliorer mon apparence lorsque j'ai découvert qu'il était dans la même faculté que moi. Même s'il était plus âgé, nous passions beaucoup de temps ensemble et je devais faire semblant d'être timide et soumise pour qu'il voie que ma relation avec ma fiancée était basée sur la tromperie. J'étais déterminée à ne pas suivre les traces de ma mère et à ne pas me marier par amour, mais il a fini par la tuer avant qu'elle puisse dire « je t'aime ». Je méprisais cette vie et toutes les souffrances, les difficultés et les interrogations qui l'accompagnaient. J'étais escorte, mais j'ai arrêté lorsque mon fiancé m'a demandé de commencer à sortir avec moi. Je savais ce qui était en jeu, je devais lui faire confiance car il était assez discipliné et méticuleux avec son argent. Je n'avais pas réalisé qu'il donnait rarement une partie de son argent à moins d'en examiner minutieusement l'utilisation. Je ne vais pas l'édulcorer, j'ai dû faire un petit sacrifice parce que j'allais bientôt devenir riche. Si j'étais hypocrite, je vous dirais toute la vérité. Toute ma vie, je l'admets, avait tourné autour de l'argent, de ce qu'il pouvait acheter, de la manière dont il pouvait transformer une personne et de la manière dont il influençait les choix de vie des gens. J'avais passé mon enfance à envier les gens célèbres et ceux qui avaient plus de ressources que moi. Quand j'ai finalement eu ma chance de devenir riche, j'ai menti sur des choses qui ne feraient de mal à personne. Après 2 ans de fréquentation,
il a proposé à mon dîner de remise des diplômes. C'était le jour le plus beau de ma vie, encore meilleur que mon anniversaire, et je n'ai plus eu à lui demander d'argent. Notre mariage était prévu pour juillet, mais je ne pouvais pas lui demander d'argent parce qu'il me demanderait pourquoi, et je devrais mentir et dire que j'avais un fonds en fiducie pour passagers clandestins sur lequel je recevais mon indemnité journalière. Heureusement, j'avais quelques économies pour dissimuler le mensonge. Tout se passait à merveille depuis un moment, à l'exception de quelques petites disputes et d'une rupture que j'ai pu surmonter. Puis, tout d'un coup, il a décidé qu'il devait faire une analyse de sang complète pour s'assurer que j'étais propre. Tu parles d'une tempête parfaite. À partir de ce moment-là, mon fiancé a fait toutes sortes de choses étranges, et je ne comprends toujours pas comment je n'ai pas remarqué les signes avant-coureurs indiquant qu'il me trompait. Il savait que quelque chose n'allait pas chez moi parce que c'était évident. J'ai menti et lui ai dit que je n'avais pas de famille, mais maintenant mon cousin éloigné est arrivé. J'aurais dû m'en douter, mais maintenant ma tromperie revient me hanter. Chaque fois que je demandais de l'argent pour payer le mariage, il insistait pour que je le fasse moi-même et que je le rembourse ensuite. Il a dit que tout son argent avait été investi dans son entreprise et qu'il finirait par en récolter les fruits, mais que cela prendrait du temps. J'avais dépensé toutes mes économies pour mon style de vie parce que je savais qu'il ne pourrait pas se permettre notre mariage. Il a fait la suggestion ridicule que j'utilise mon propre argent pour payer le mariage, mais je l'ai pris au sérieux. Maintenant, je vais devoir attendre qu'il trouve de l'argent pour notre mariage. J'ai essayé de lui expliquer qu'il aurait dû en garder pour notre réception. Malheureusement, nos projets de mariage ont été suspendus lorsqu'il a annoncé qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires. Avec le recul, j'ai l'impression que j'aurais dû reconnaître ces signes de sevrage. Je suis douée pour lire les gens, alors comment ai-je pu rater le comportement de mon fiancé? J'ai commis une énorme erreur et les erreurs n'ont cessé de s'accumuler. Je n'étais pas particulièrement conscient qu'il pourrait me regarder, alors j'ai été pris au dépourvu, et ça m'a fait un mal de diable. J'avais déjà commencé à traiter l'infection qui était apparue. J'avais espéré que je finirais peut-être par aimer mon fiancé pendant notre mariage, mais je n'ai vu aucun changement en lui par rapport au caractère qu'il exhibait. Les hommes dans mes analyses de sang m'avaient donné un partie de l'argent et j'ai promis de me donner le reste lorsque j'aurais rempli ma part du marché. Je ne me serais pas senti obligé de remplir ma part du marché s'il n'était pas devenu un ermite total. La majorité des femmes se marient pour des raisons financières. Certains le font par amour, d'autres pour la sécurité que cela offre, d'autres pour éviter d'être au centre des ragots et la plupart, bien sûr, pour le confort que cela apporte. Je sais que cela semble cynique, mais j'ai grandi en considérant le monde comme une rue à double sens, où l'on donne et l'on reçoit. Alors j'ai fait autre chose, j'avais besoin d'argent. Mon fiancé n'était pas prêt à payer pour le mariage et je voulais ce mariage plus que tout. J'étais prêt à tout pour y arriver. MDR, je l'ai déjà dit, mais je le répète, j'avais besoin d'argent. Mon mariage était en danger et tout mon travail acharné était en jeu. Je ne me serais pas senti obligé de faire cela si mon fiancé n'avait pas déclenché un feu d'artifice pour tenter de me brûler. Je suis retournée à la rencontre des hommes, cette fois pour récupérer l'argent qui m'était dû. J'ai choisi un restaurant parce que c'était calme et qu'il ne pouvait pas me rattraper, il était parti depuis une semaine. J'ai décidé qu'il valait mieux prévenir que guérir, alors j'ai repris mon ancien travail d'escorte. J'avais besoin d'argent pour payer la caution de la salle de mariage et finaliser mes plans. J'ai travaillé cette nuit-là et je suis rentrée chez moi avec un compte bancaire satisfait. Juste pour que vous le sachiez, je n'ai pas couché avec eux, nous sortions juste pour un rendez-vous. Heureusement, ils n'ont pas suggéré d'aller dans un club après le dîner. Au moins, j'ai eu l'argent dont j'avais besoin pour effectuer le dépôt. Pour la salle pendant que mon fiancé s'occupait de ses problèmes financiers, c'était censé être la fin. Cependant, il s'est avéré que les deux hommes n'en avaient pas non plus fini avec moi. Tout a commencé avec de petites menaces, ils voulaient que je les rembourse en espèces, sinon ils exposeraient mon fiancé à la vérité. J'ai été choquée de recevoir leurs messages, c'était encore plus choquant que lorsque mon fiancé m'a surpris au restaurant avec eux. Le jour où ils ont envoyé le message, je savais qu'il n'y avait aucune issue à moins de faire ce qu'ils disaient. J'ai décidé de les bluffer, puis ils m'ont envoyé des photos de moi en train de danser et de m'embrasser avec des gars au hasard dans le club. J'étais tellement ivre que j'ai oublié qui j'étais et ce que j'avais fait cette nuit-là. Le lendemain matin,
je me suis réveillée en me demandant ce qu'ils voulaient, de l'argent, évidemment. Ils ont exigé 50 000 $ en échange de leur silence, soit 10 fois plus que ce qu'ils avaient. Ils m'ont payé pour être leur escorte, donc c'était étrange qu'ils ne m'aient pas touché, cela leur aurait donné plus de poids. Je leur ai dit que je ne pouvais pas leur donner cette somme parce que je ne l'avais pas, et ils m'ont donné 2 semaines pour leur transférer l'argent. Si je ne le faisais pas, ils menaçaient de dire la vérité à mon fiancé, ce que j'ai découvert la semaine suivante, toute la semaine que j'avais perdue. J'ai repris le contrôle de mes pensées et j'ai compris à quel point le voyage s'était bien passé pour lui. Pendant le dîner, j'ai évoqué le fait que j'avais besoin de plus de 70 000 $ pour planifier le mariage et que s'il ne me les donnait pas, cela voudrait dire qu'il ne m'aimait pas. Oui, quand nous, les femmes, voyons une situation devenir incontrôlable, nous sortons l'artillerie lourde, et c'est ce que j'ai fait. J'ai culpabilisé mon fiancé et fait pleurer, mais c'était vrai. Il ne m'aimait pas parce qu'il ne m'aurait pas laissé dans une impasse sans l'argent. Il avait des personnes célèbres du côté de son père, alors j'ai insisté pour que le mariage soit extravagant. Lorsqu'il m'a demandé de combien d'argent j'avais besoin, je lui ai dit que j'allais payer 50 000 à mes maîtres chanteurs, puis j'ai réussi à planifier le mariage avec 20 000. Si cela ne suffisait pas, je pourrais toujours lui dire que non. Il m'a donné l'argent et je l'ai donné aux hommes, coupant ainsi toute communication. Je pensais l'avoir laissé derrière moi, mais en fait, je me creusais moi-même une tombe plus profonde, tout comme les maîtres chanteurs ne l'avaient pas fait. Ils m'ont retrouvé et ont de nouveau exigé la même somme d'argent. J'ai refusé parce que je ne pouvais pas me permettre de leur donner autant, et ils ont accepté. J'aurais dû refuser, mais ils avaient la main mise sur moi. Au lieu de cela, j'ai conspiré pour voler l'argent de mon fiancé. Je connaissais sa signature puisqu'il avait signé un chèque lors de son nouveau voyage, alors je suis allée à sa banque pour le retirer. J'étais complètement inconscient de la réalité, je m'accrochais toujours à l'idée inutile que mon mariage avec mon. Cela aurait été la meilleure solution pour moi de voler l'argent du compte bancaire de mon fiancé et de me cacher de lui. Cependant, j'ai persisté à croire que mon mariage avec lui réussirait malgré son manque total d'intérêt pour moi. Le fait que la banque m'ait facilité le retrait de l'argent aurait dû être le premier signal d'alarme, mais j'ai choisi de l'ignorer ainsi que tous les autres signes avant-coureurs, et j'ai finalement fui mon mari trompeur. J'étais en ruine, mais je m'accrochais à l'espoir de pouvoir vivre le rêve de Cendrillon des haillons à la richesse parce que j'étais le plus stupide et j'avais fait une erreur et je ne pouvais pas sortir de leurs griffes. Ils m'ont donné l'argent, mais ils ont insisté pour le recevoir en personne, ce qui était un piège auquel je ne m'attendais pas. Je suis allée les rencontrer, mais mon fiancé est ensuite revenu de son voyage et a révélé une surprise. Le mariage m'avait causé tellement de stress. J'allais remettre l'argent et aller au dîner. J'étais tellement soulagée que mon fiancé devienne enfin lui-même et que tout se déroule comme prévu. Mon fiancé ne m'a pas demandé où j'allais avant le dîner, mais j'ai menti et dit que j'allais à mon rendez-vous chez le coiffeur. Quand j'ai remis l'argent, ils ont commencé à rire et mon fiancé est sorti de sa cachette. J'ai tenté de fuir, mais les hommes m'ont bloqué le chemin. Mon fiancé a alors sorti son téléphone et tout à coup, tout a pris un sens. Les hommes l'avaient contacté et il leur avait payé un supplément pour me prendre sur le fait. Du moins, c'est ce que je pensais. Mon fiancé m'a montré comment il m'avait traqué, je ne savais pas quand il avait installé le tracker. Par exemple, je ne savais toujours pas qui se tenait devant moi, j'avais supposé que mon château de mensonges avait. Mon monde s'est effondré lorsque je suis allée passer un test et que mon fiancé me sondait secrètement sur tout, de mes résultats à l'hôpital à mes contacts avec 2 hommes en passant par mes visites à sa banque. Il avait tout mis en place pour me tester, et j'avais lamentablement échoué. Maintenant, il voulait savoir comment je gérerais une crise financière dans notre mariage et comment je changerais, mais il voyait que j'étais une romantique désespérée et que notre mariage échouerait. J'étais sur le point de dépenser tout mon argent lorsque j'ai entendu le bruit des sirènes et des policiers qui approchaient. Cet homme m'a fait arrêter pour avoir contrefait sa signature et avait l'intention de porter plainte. Il voulait me réduire à néant et était déterminé à s'en sortir. C'était un chercheur d'or qui ne tolérait pas que quelqu'un d'insignifiant le vole à la vue de tous. J'ai été humiliée par son traitement. Maintenant, je suis sur le point de purger une peine de 3 ans de prison pour faux. J'ai ressenti le besoin de partager cela avant que tout ne me soit enlevé. Je n'ai rien fait de mal, tout ce que je voulais, c'était survivre et sortir de cette situation malheureuse.